Alors, bonjour. D'abord, je veux saluer les gens qui sont dans la salle ici présents, évidemment les médias. Vous êtes toujours assidus et toujours prêts à vous déplacer pour pouvoir justement amener la nouvelle à la population. Alors, c'est assez extraordinaire. Je vous remercie beaucoup de faire ce que vous faites. Vous le faites très bien. Donc, bilan de la session hiver-printemps 2018 et fin de la 41e législature à l'Assemblée nationale du Québec. Bonjour tout le monde, les gens qui nous écoutent, je veux vous saluer. Un bilan qui est assez costaud, je dirais. Je vais quand même essayer d'être bref, ça va être difficile, mais je vais quand même essayer d'être bref, mais c'est un bilan qui est costaud. L'air de rien, comme ça, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là, par les parlementaires, bien sûr, mais aussi par les gens dans les circonscriptions du Québec, mais évidemment, plus spécifiquement dans la circonscription de Berthier. On pourrait en parler longuement du dynamisme des gens qui, jour après jour, finalement, font en sorte qu'on a des communautés très dynamiques. Je vais commencer par la santé. Donc, domaine de la santé. Il faut se rappeler qu'en santé, la position du Parti québécois, elle est très, très claire. Elle est très, très claire en ce sens que nous, on veut redonner des services à la population. On veut faire en sorte que les gens puissent avoir un accès aux services, bien sûr, et toujours faire mieux en termes de qualité quant aux services qui sont offerts. Ils sont déjà très bons, mais bon, on veut continuer à donner un service de qualité. On sait qu'en 2007, le salaire que versait l'État aux médecins était de 3 800 000 000. Ça, c'est en 2007. L'État versait 3 800 000 000 en salaire aux médecins. En 2018, l'État verse 8 milliards et plus en salaire aux médecins. Alors, écoutez, nous, au Parti québécois, nous avons pris l'engagement qu'un gouvernement du Parti québécois, le 1er octobre prochain, gèlerait le salaire des médecins. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Et on n'est pas les seuls à le dire. Il y a même eu plus de 500 médecins spécialistes et omnipraticiens qui ont signé une lettre, ou d'une façon ou d'une autre, ont dénoncé finalement cette hausse de salaire qui n'a plus sa place, qui est carrément indécente d'une certaine façon. Et évidemment, on comprend que cette augmentation-là des salaires a été accordée sous la présidence actuelle donc, du premier ministre, M. Philippe Couillard, et du Dr Gaétan Barrette. Donc, pourquoi geler les salaires des médecins? Parce qu'on veut s'assurer que les infirmières, les infirmiers, les préposés, les gens qui œuvrent dans les hôpitaux, dans les CLSC, bref, tous les professionnels de la santé puissent pouvoir travailler dans un milieu où c'est beaucoup plus agréable de travailler. On a vécu d'une certaine façon, rappelez-vous, les sit-ins des différentes infirmières à travers le Québec infirmiers parce qu'ils souffrent d'épuisement. Alors, on veut s'assurer finalement qu'on va pouvoir donner les outils à tous ces gens-là qui œuvrent en santé pour qu'ils puissent se concentrer sur les patients, puissent finalement faire leur travail, pourquoi ils sont là, c'est-à-dire servir la population et aider les patients. On a aussi annoncé que nous assurions que les 200 000 professionnels de la santé, donc toujours infirmières, infirmiers, pharmaciens, pharmaciennes, bref, tous ceux qui œuvrent, les 200 000 personnes qui œuvrent en santé, qu'on puisse leur donner plus d'autonomie. Alors qu'ils puissent finalement faire le travail pour lequel ils et elles sont là et en faire plus pour justement dégager les médecins. Dégager les médecins pour que les médecins puissent se concentrer vraiment sur leur travail à eux. Alors donc, 200 000 professionnels qui peuvent en faire plus, et au Parti québécois, on s'est engagé à ce que ces 200 000 professionnels-là puissent avoir cette possibilité-là. Toujours en santé, on s'est aussi engagé à ce que les CLSC puissent être ouverts les soirs et la fin de semaine. Donc, avec, évidemment, les super infirmières, donc ce qu'on appelle les praticiennes, donc les super infirmières qui, évidemment, seraient appelées à pouvoir œuvrer au sein des CLSC, mais en plus des ouvertures soir et fin de semaine. Toujours en santé, et là je vais décliner, j'étais au niveau national, mais évidemment les propositions qu'on a déposées à l'Assemblée nationale ou les motions qu'on a déposées à l'Assemblée nationale sur la santé, évidemment, ont une incidence ou auront une incidence sur ce qui se passe en région. Alors, notamment, il faut penser
les incidences qu'ils auront en région, il faut penser aux ambulances. Je pense, entre autres, on a fait un point de presse avec les paramédics, avec les élus de la Naudière, les paramédics de la Naudière, les différentes personnes qui touchent au système ambulancier, donc dans la région de la Naudière. On a fait un point de presse, il y a de cela environ un mois et demi. Et force est de constater que ce point de presse-là a eu effet parce qu'on sait que le ministre Barrette a annoncé donc la mise en place d'une ambulance à Saint-Michel-des-Saints et la mise en place d'une ambulance à la Manawan. Alors, c'était une demande qui était là depuis très longtemps et il fallait s'assurer finalement d'assurer la sécurité, la santé des gens en Matawinie, en Haute-Matawinie. Et il faut se rappeler aussi qu'il faut prendre en compte le fait que la Haute-Matawinie a des conditions particulières en termes géographiques, donc grand territoire, et il y a une seule route l'hiver, la 131, donc pour aller à Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon et Manawan. Et il y a aussi, évidemment, toutes les conditions routières qui se rapportent justement au climat. Alors, il était essentiel d'arriver à cela. Le ministre a accepté de le faire. On en est fort heureux. Tout le monde est très content de cela. Et par contre, il ne faut pas oublier que Saint-Gabriel a perdu en 2008, en fait perdu, d'une façon mystérieuse. Il a été retiré une ambulance à Saint-Gabriel de façon très mystérieuse. Ça reste à éclaircir par les libéraux. Et depuis ce temps-là, cette ambulance-là n'a pas été remise en place. Et encore là, il faut tenir compte des réalités de Saint-Gabriel. Il faut tenir compte aussi de nos élus, les élus donc du Grand Brandon, du territoire, qui demandent justement que cette ambulance-là soit rétablie. Et le plus vite sera le mieux. Normalement, le ministère, donc le CIS, demande à ce que les paramédics couvrent jusqu'à minimum 85 des interventions sur leur territoire. Actuellement, à Saint-Gabriel, les paramédics couvrent 70 des interventions. Alors là, déjà, on voit qu'il y a un premier élément qui milite en faveur de remettre cette ambulance-là qui est disparue mystérieusement en 2008. Toujours dans le... Tantôt, je parlais de la rémunération des médecins, donc le gel des médecins. Juste rappeler que les libéraux ont coupé 500 000 heures en soins à domicile. C'est quand même quelque chose. 500 000 heures que les libéraux ont coupées en soins à domicile. Et justement, le fait de geler le salaire des médecins, eh bien, ça permettrait de réinvestir en soins à domicile et on ferait une pierre deux coups parce que les gens veulent rester chez eux. Les gens veulent rester chez eux et ça coûte beaucoup moins cher à l'État, finalement, donner des soins à domicile que d'offrir des endroits ou des places, comme exemple en CHSLD, où une place en CHSLD peut coûter entre 60 et 80 000 $ par année par personne. Alors, c'est clair qu'en faisant cela, en investissant en soins à domicile, bien, on permet justement à nos gens de pouvoir vivre chez eux le plus longtemps possible et c'est ce qu'ils demandent. Juste un petit mot sur vous savez, le cheval de bataille sur lequel on s'est battu pendant des années, moi et mes collègues dans la Naudière, sur l'iniquité en santé. On sait qu'en 2013, la Naudière avait 40 millions de moins, donc pour offrir des soins de santé dans la Naudière, 40 millions de moins. Il n'y avait aucune raison que ce 40 millions-là en moins ne soit pas réglé. En 2013, nous avions réglé la moitié de l'iniquité en santé, donc on avait réinvesti 20 millions, il restait un 20 millions. Donc à corriger pour l'iniquité en santé. Et le ministre Barrette, au miracle, juste avant l'élection, a annoncé qu'il mettait fin à l'iniquité totalement en investissant une somme d'environ 18 millions. Mais c'est Yvon Deschamps qui disait « on ne veut pas le savoir, on veut le voir », bien on va attendre de le voir correctement pour crier victoire, si on peut dire ainsi. Sinon, évidemment, lorsque le 1er octobre arrivera, nous ferons les corrections nécessaires si jamais ce que M. Barrette nous a annoncé ne s'avérait pas être ce qu'il nous a annoncé. Je passe en éducation, mais avant de passer en éducation, juste peut-être pour les journalistes qui nous accompagnent, vous allez trouver dans votre pochette de presse, et je trouve ça important de vous le dire. Alors, vous avez, je parlais de santé, alors vous avez dans votre pochette de presse un document, un état fort au service des patients. Alors, je vous invite à le consulter, c'est encore beaucoup plus exhaustif que ce que je viens de vous dire. Puis les gens qui nous écoutent, vous pourrez retrouver le document sur pq.org sans problème. Je vais passer à l'éducation. Alors là, en éducation, c'est assez extraordinaire. Vous connaissez tous François Gendron. François Gendron, le doyen de l'Assemblée nationale, qui est là depuis 1976, disait récemment qu'il n'avait jamais vu ça, lui, un gouvernement qui a coupé autant en éducation. Il a tellement coupé en éducation que nous avons malheureusement échappé des jeunes. On a échappé des jeunes et on espère qu'on va pouvoir les récupérer parce que beaucoup n'ont pas eu le soutien qu'ils auraient dû avoir.
par des orthopédagogues ou par des éducateurs spécialisés. Donc, ces jeunes-là n'ont pas eu le soutien qu'ils auraient dû avoir. Non seulement eux n'ont pas eu ce soutien-là, mais évidemment, les professeurs qui ont déjà une charge de travail assez importante, eh bien, vu que le gouvernement Couillard a coupé dans les professionnels pour soutenir nos jeunes, bien, il a aussi coupé évidemment, les professionnels qui soutenaient nos professeurs pour les aider justement à permettre à nos jeunes d'atteindre leur plein potentiel. Alors, M. Gendron, François Gendron, disait que de mémoire, il n'avait jamais vu ça, de la façon dont ça avait été fait, des coupures vraiment là, qui ont fait très mal à notre système d'éducation. On a donc, et c'est mon collègue Alexandre Cloutier, qui a déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale qui, malheureusement, puis évidemment, n'a jamais été appelé par le gouvernement parce que nous, on peut les déposer, mais c'est le gouvernement qui, ultimement, appelle les projets de loi pour être étudiés en commission parlementaire et éventuellement être adoptés. Il n'a jamais appelé le projet de loi et le projet de loi se lit comme suit, le titre. « Loi établissant un bouclier de protection budgétaire des services à l'éducation, à l'enfance et à la protection de la jeunesse ». C'est un projet de loi qui, s'il était adopté, ferait en sorte qu'on protégerait les budgets en éducation. Donc, non seulement on empêcherait que des coupes sauvages, comme ils ont été faites en santé, mais aussi en éducation, ont été faites. Non seulement ça empêcherait cela, mais ça permettrait aussi d'arrêter de jouer au yo-yo, finalement, avec les professionnels et avec nos jeunes, nos enfants, parce que vous mettez de l'argent dans le système, vous en retirez, vous en remettez, vous en retirez. C'est pas très équilibré, tout ça. Alors, mon collègue a donc déposé ce projet de loi-là pour le Parti québécois. Projet de loi qui, j'ose espérer, sera appelé éventuellement pour, justement, études et adoption, pour protéger l'éducation. Et ce qui est assez fascinant au niveau de l'éducation, vous savez peut-être, vous avez entendu parler peut-être que le Parti libéral, en fait, c'est un projet de loi qui a été adopté. C'est un projet de loi qui va soustraire 700 millions dans les coffres du gouvernement en éducation. Alors, le gouvernement a dit, nous, on va retourner, c'est certain que les citoyens vont recevoir ou vont payer un peu moins sur leur compte de taxes scolaires, mais le gouvernement se prive de 700 millions. Et la CAQ, évidemment, croyant à faire à un encan ou à une surenchère, a dit, bien, si le gouvernement libéral retire 700 millions en éducation, nous allons retirer 1,4 milliard en éducation. Alors, c'est inacceptable, c'est pas tolérable, puis c'est pas vrai qu'au Parti québécois, bien, nous, on va surenchérir en disant, bien, si les libéraux disent 700 millions en moins, la CAQ 1,4 milliard, bien, nous, on va dire 2,8 milliards. Il n'est pas question de faire ça loin de là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne baissera pas les impôts et les taxes, mais on ne les augmentera pas non plus. Mais on va s'assurer de donner des services et améliorer les services pour avoir des services de qualité, pour s'assurer que nos jeunes puissent justement développer leur plein potentiel. Alors, c'est vraiment de la part du Parti libéral et de la CAQ une incohérence et je vous dirais, à la limite, c'est honteux de faire cela parce que non seulement on va priver nos jeunes d'avoir les outils nécessaires pour leur développement. On va priver nos professeurs d'avoir des appuis en termes d'aide spécialisée en éducation. Mais en plus, il faut savoir que, suite à une demande de la loi d'accès à l'information, on a obtenu un document. Et dans ce document-là, on constate, juste pour Berthier, là, le comté de Berthier, là, sur 34 écoles, eh bien, le document qui vient du ministère de l'Éducation nous apprend que 27 écoles sur 34 sont dans un état mauvais ou très mauvais. Alors, imaginez. Alors, nous, on préfère prendre le 1,4 milliard que la CAQ veut couper en éducation. On préfère garder ce 1,4 milliard-là, investir dans nos écoles, puis investir, évidemment, dans les gens qui aident nos jeunes à réussir, que ce soit les professeurs ou que ce soit les orthopédagogues et les professeurs spécialisés, finalement. Alors, c'est assez particulier comme décision. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir les documents, tantôt les journalistes, on pourra vous fournir le document qu'on a réussi à obtenir de la loi de l'accès à l'information. Autre élément qui est assez, vu l'état de nos écoles et vu les difficultés donc à maintenir le nombre de professionnels nécessaires pour aider nos jeunes à réussir, bien, on a appris que le budget, donc, puisque tantôt j'ai parlé d'iniquité en santé, mais là, il y a une iniquité en éducation. Donc, 4,7 du budget. Alors, nous, là, on reçoit 4,7 du budget en éducation au Québec versus 6 de la population. C'est un manque à gagner pour Lanaudière, c'est pas juste pour Berthier, pour Lanaudière, c'est un manque à gagner de 10 millions de dollars. C'est quand même pas rien. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec 10 millions de dollars pour améliorer justement notre système d'éducation dans Lanaudière, mais particulièrement aussi dans Berthier. Je passe rapidement sur les points.
parce qu'on pourrait en parler longtemps. Je vais vous parler des CPE. Vous savez qu'il y a une étude qui vient de sortir, une de plus, parce qu'il y en a eu plusieurs autres avant, mais l'étude dit encore la même chose que les autres études auparavant. C'est-à-dire que l'étude dit que le meilleur système présentement pour s'assurer que nos tout-petits vont pouvoir développer leur plein potentiel, ce sont les centres de la petite enfance. Alors, on connaît la position de la CAQ par rapport à cela. La position de la CAQ préfère, eux, mettre l'emphase sur, ils appellent ça attendez que le mot me revienne, mais un modèle d'affaires. Alors, la CAQ préfère investir dans un modèle d'affaires et considère que les garderies non subventionnées, c'est un très beau modèle d'affaires. Nous, on considère que s'occuper de nos tout-petits de façon optimale, c'est de s'assurer qu'on a non seulement une garderie, mais on a aussi, à travers les installations des CPE, on a aussi une qualité éducationnelle qui est là, qui est présente. Et c'est parce que, justement, on s'est donné les CPE et on s'est donné aussi du personnel formé qui vont, justement, aider nos jeunes à pouvoir sociabiliser, bien sûr, mais à socialiser et aussi, évidemment, à acquérir des connaissances et à pouvoir aller le plus loin qu'ils le peuvent, en tout cas, les pousser le plus loin possible dans leur apprentissage. Donc, ça, c'est la position de la CAQ. La position des libéraux, bien, c'est donner davantage de place aux garderies non subventionnées. Et là, on se retrouve dans une situation, vous avez peut-être vu l'année passée, suite au crédit de taxe que le gouvernement a mis en place. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec des factures tellement élevées parce qu'ils ont envoyé leurs enfants dans des écoles non subventionnées en pensant que ça pourrait être un avantage fiscal. Bien, croyez-le ou non, il y a des milliers de personnes qui ont dû prendre des ententes avec le fisc pour être capables de rembourser finalement le fisc dans la totalité des montants qu'ils leur devaient, dû au fait qu'ils ont fait affaire avec des écoles non subventionnées. Donc, pour nous, c'est clair, le choix des CPE, c'est le meilleur choix et nous allons continuer, évidemment, à préconiser son développement à travers le Québec. Je vais passer au point de l'économie. En économie, bien, écoutez, présentement, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec qui est assez grave, on s'entend. Moi, en tout cas, quand je parle aux entrepreneurs, à toutes les entreprises, ils me disent toute la même chose. M. Villeneuve, qu'allez-vous faire pour, justement, permettre d'avoir plus de main-d'œuvre? Bien, d'abord, je pense que ça passe par un système d'éducation performant, un système d'éducation, comme je le disais tantôt, où les investissements sont au rendez-vous pour s'assurer que nos jeunes puissent avoir le maximum de certification, de diplomation, donc améliorer cette partie-là de notre système. Et ça commence par des investissements et non pas des coupures comme les libéraux et la CAQ le proposent. Et ça y va aussi, je vous dirais, au niveau de l'économie, par l'immigration. Alors, présentement, le Parti québécois, et ça, c'est assez étonnant, on a déposé des propositions en immigration où il y a une vingtaine de mesures. Et tout le monde connaît Mme Fatima Ouda-Pépin. Alors, Mme Fatima Ouda-Pépin a déclaré que la meilleure proposition en immigration, c'est le Parti québécois qui l'a présentement. Alors, c'est quand même assez fascinant, venant de la part de Mme Fatima Ouda-Pépin. Par contre, nous sommes très heureux parce qu'effectivement, je pense que nous avons une belle proposition en immigration. D'abord, nous, on dit que 100 des gens qui viennent se joindre à la nation québécoise pour construire le Québec d'aujourd'hui et de demain, 100 de ceux-ci doivent parler un français intermédiaire. Et ce n'est pas un problème, il y a un bassin de population francophone dans le monde, sur la planète, de 275 millions. Alors, ce n'est pas un problème, il y a suffisamment de personnes. Et pour ceux qui ne parleraient pas français intermédiaire et qui voudraient se joindre à nous, il y a plus de 200 bureaux à travers le monde qui permettent justement, il y en a en Amérique du Sud, en Amérique centrale, il y en a en Asie, il y en a en Europe, il y en a en Afrique, donc plus de 200 bureaux pour permettre à ces gens-là d'apprendre le français d'abord, un français intermédiaire, pour ensuite venir au Québec, se joindre à notre belle nation pour pouvoir la construire. Et il faut aussi savoir que sur les fameux 200 bureaux, nous faisons une analyse afin de s'assurer que si ce n'est pas suffisant, on rajoutera des bureaux pour que ces gens-là puissent apprendre le français avant de venir se joindre au Québec. Donc, nous, au Parti québécois, en immigration, 100 des gens qui viennent au Québec devront avoir un français intermédiaire. Juste pour qu'on soit clair puis qu'on comprenne la position des autres partis, la CAQ propose que le critère de français soit relégué à plusieurs rangs plus bas. Et eux, ils proposent que finalement, que ce soit d'abord et avant tout l'expertise, les connaissances ou l'expertise des gens qui soient le premier critère pour venir au Québec. Le problème, c'est que lorsque les gens arrivent ici et qu'ils ne parlent pas français, d'abord, c'est un problème de langue qui se pose.
mais un problème sérieux. Et non seulement c'est un problème de langue, mais si les personnes ne parlent pas le français, selon la CAQ, ils devront l'apprendre d'ici les 3 prochaines années, sinon ils seront retournés dans leur pays. Alors, premier problème, c'est que la CAQ ne pourrait pas les retourner, c'est de juridiction fédérale. Et deuxième problème, c'est qu'imaginez la situation où on dit à des gens, vous devez retourner chez vous parce que vous n'avez pas réussi le test de valeur de la CAQ. Je prends la peine de le dire, je trouve ça important, il faut être au courant de cela. C'est vraiment une proposition de la CAQ. Nous, on propose que 100 des gens aient un français intermédiaire. Ça règle la situation parce que présentement, on le sait, avec la politique que les libéraux ont mis en place, il y a la moitié, pratiquement la moitié des personnes qui viennent ici. Donc, sur 50 000, il y en a environ 25 000 ou 20 000 qui ne restent pas au Québec. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent ici, puis bon, ils s'attendaient à trouver un Québec qui parlait français, et ce n'est pas le cas. Pourquoi je parle d'immigration et d'économie? Bien, c'est fort simple, c'est qu'on a aussi une mesure. Nous allons nous assurer que 25 des immigrants qui vont venir se joindre à nous au Québec, donc bien, 25 de ceux-ci, on va s'assurer de faire le travail en amont pour qu'ils puissent, en arrivant, tout de suite avoir un emploi en région. Vous savez, la pénurie de main-d'œuvre, c'est aussi une pénurie à Montréal, mais c'est une pénurie à travers le Québec. Donc, 25 un immigrant sur 4 aurait à ce moment-là, déjà, avant même d'arriver, déjà, il y aurait eu du travail de fait pour qu'ils puissent avoir un emploi, donc, en région. Alors, économie, évidemment, je veux vous le montrer aussi. Nous avons, mes collègues, donc, ont déposé un document, un état fort au service des entrepreneurs. Alors, je vous invite encore une fois, pq.org, vous allez trouver facilement ce document-là. C'est un document fort intéressant et vous allez voir, il y a plusieurs mesures, entre autres l'allègement réglementaire. Alors, on veut réduire, pour ceux qui sont en affaires ou ceux qui veulent aller en affaires, être en affaires, sachez que présentement, il y a beaucoup de règles. Il y a beaucoup d'obstacles, finalement, à rester en affaires ou à faire des affaires au Québec. Et nous, avec ce document-là, on amène plusieurs mesures qui vont permettre justement un allègement réglementaire. Alors voilà pour le côté économie. Encore là, on pourrait en parler longtemps. Je me limite à certains points. Je vais vous parler d'agriculture. Vous savez, je suis porte-parole, agriculture, pêcherie, alimentation. Alors, je pense que c'est important d'en parler. L'agriculture au Québec, c'est un moteur économique extraordinaire. Si on parle d'agriculture, transformation, distribution, on parle de 35 milliards. 35 milliards de chiffre d'affaires par année, c'est énorme. C'est plus de 500 000 emplois. C'est beaucoup, beaucoup d'emplois. C'est donc un moteur économique, probablement le plus fort moteur économique que le Québec possède. Et en plus, bien, ça permet de nourrir notre monde. Ça permet de manger 3 fois par jour et pour les épicuriens, ça permet d'avoir accès aussi à des produits de très, très grande qualité, à des produits du terroir. Vous le savez, depuis les 30 dernières années, il y a une diversification incroyable, qu'on parle de vin, fromage, qu'on parle de tous les produits du terroir qui sont présentement disponibles parce qu'on a des gens passionnés au Québec qui y croient beaucoup et qui nous permettent justement d'avoir accès à tous ces produits-là. Alors, je vous parle d'agriculture parce que nous avons déposé une motion à l'Assemblée nationale sur la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, c'est ni plus ni moins un système que le Québec a décidé de se donner. Et ce système-là permet de gérer l'offre et la demande. Donc, on produit ce qu'on a besoin, pas plus. Et on tient cet équilibre-là, et ça évite, entre autres, ça évite de jeter beaucoup de produits parce qu'on contrôle la gestion et l'offre. On produit ce qu'on a besoin. Le gouvernement du Québec, de par les impôts, ne met pas d'argent là-dedans. C'est vraiment la Régie des marchés qui va, et je vais vous donner l'exemple du lait, c'est la Régie des marchés qui va établir le coût de production. Le producteur, ça lui coûte combien produire 1 litre de lait? Et à ce moment-là, ils vont ajouter un montant pour que l'entreprise agricole puisse évidemment assurer sa pérennité, donc ce qu'on appelle un profit, pour pouvoir justement continuer à en produire du lait. Et la Régie des marchés va établir un prix qui va être à ce moment-là directement vendu au consommateur. C'est le consommateur qui va payer ce prix-là. Alors, c'est vraiment un équilibre qui permet d'avoir un produit de qualité, qui permet à nos entreprises d'assurer leur pérennité et ça permet aux consommateurs de payer le juste prix. Ça, c'est le système que le Québec s'est donné. En Europe, ils ont mis fin à la gestion de l'offre et ça a été une catastrophe terrible. Ils l'ont fait en Nouvelle-Zélande, le scénario était le même, c'était une catastrophe terrible. Les Américains ont un autre système, eux autres. Les Américains, c'est un système de subvention. Alors, plus de la moitié des coûts de production sont subventionnés à même les impôts. Alors, c'est le choix des Américains. Et vous le savez, il y a eu, avec l'accord Canada-Europe, il y a eu une ouverture d'importation, donc des produits européens sur le marché québécois. Et ça a fait très mal à nos fromagers et à nos producteurs laitiers. Et là, il y a le partenariat transpacifique
qui n'est pas encore signé, qui, lui, va amener encore là une ouverture sur le marché québécois du fromage et du lait. On parle, si on additionne les deux traités, là, on parle de pertes de 30 000 $ par ferme au Québec. On parle de 500 millions de dollars par année de pertes. C'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a dit, on va déposer une motion à l'Assemblée nationale. On a essayé de la déposer, on a bien essayé de la déposer. Alors, ce qu'a dit la motion, c'est tout simplement de dire que c'est terminé. Nous n'accepterons plus dans aucun accord que la gestion de l'offre soit attaquée, donc plus aucune importation de produits étrangers sur le lait et le fromage. Et, je dirais, surprise et plutôt même sans surprise, le Parti libéral s'y est opposé, la CAQ ne nous a pas appuyés, ce qui fait qu'on n'a pas pu adopter la motion, ce qu'on appelle une motion sans préavis. Nous n'avons pas pu la déposer et la voter parce qu'évidemment, ça prenait l'accord de l'ensemble des partis. Et donc, pas d'appui de la CAQ, pas d'appui du Parti libéral. Ça nous en dit long sur leur vision, en ce cas, si jamais ils en ont une, de l'agriculture au Québec. Autre point en agriculture, le programme de crédit taxe foncière agricole. Le programme de crédit taxe foncière agricole, c'est un programme qui a été mis en place dans les années 60. Tout le monde au Québec est d'accord pour dire que c'est un programme qui doit être là. Ce n'est pas une subvention au monde agricole, c'est un programme qui vient corriger une distorsion au niveau des taxes agricoles. Donc, chaque municipalité va lever des taxes, ils vont donner un taux de taxe, et donc les agriculteurs devront payer un montant de cette taxe-là. Le gouvernement vient compenser, parce que sinon, ça n'aurait pas de bon sens, ça serait beaucoup trop élevé comme taxe. Alors, ce que fait ce programme de crédit taxe agricole-là, il vient corriger une distorsion qui permet au monde agricole de payer sa juste part et au gouvernement de payer la balance, on peut dire ça comme ça. Le problème, c'est que le programme de crédit taxe foncière agricole, il doit être ajusté aux réalités de chacune des décennies, j'allais dire, ou des années qui passent, parce que, évidemment, c'est pas inerte, tout ça, ça évolue. Et les libéraux s'étaient engagés à s'asseoir avec le monde agricole, avec les municipalités, pour justement corriger le programme actuel, pour le mettre, finalement, là, le mettre à la hauteur de la situation actuelle, de la réalité que nos agriculteurs vivent. Ils ne l'ont pas fait. Et là, ça traîne, et tout ce qui traîne se salit, vous le savez comme moi. Et ils devaient le faire avant l'élection, ça n'a pas été fait. On espère qu'ils vont le faire avant l'élection, mais ça ne semble pas être parti pour ça. Alors nous, on s'est engagés. On s'est engagé au Parti québécois à dire que nous allons déplafonner. En fait, ce qui se passe présentement, c'est que le monde municipal n'est pas touché parce que c'est le statu quo. Donc, eux, ils continuent à percevoir leurs taxes. Le gouvernement du Québec, lui, il a plafonné le programme. Ça veut dire que lui est assuré de ne jamais en mettre plus si jamais le coût des terres augmentait. Donc, automatiquement, la taxe municipale s'appliquerait sur le coût des terres en augmentation. Alors, les seuls qui vont mettre la main dans leur poche à partir de 2019, c'est le monde agricole. Alors, nous, on a dit, il n'est pas question. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'on va déplafonner le programme tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une entente entre le monde agricole, le municipal et le gouvernement du Québec. Alors, ce n'est pas normal qu'on enlise nos producteurs agricoles dans des coûts de taxes énormes, alors qu'ils doivent concurrencer avec le Nouveau-Brunswick, ils doivent concurrencer avec l'Ontario. Alors, nous, on veut s'assurer que l'environnement fiscal dans lequel va baigner notre monde agricole, il soit concurrentiel avec les autres États avec qui on fait affaire, que ce soit les États limitrophes comme le Nouveau-Brunswick ou l'Ontario, ou que ce soit les États-Unis, ou que ce soit l'Europe, ou dans le cadre du partenariat transpacifique. Il faut s'assurer qu'on a une certaine équité dans l'environnement fiscal dans lequel sont notre monde agricole. Sinon, ils seront plus compétitifs, puis ils vont fermer boutique, c'est le cas de le dire. Donc, on s'est engagé à faire sauter le plafond, et donc, tant qu'il n'y aura pas d'entente, le monde agricole ne mettra pas la main dans sa poche. C'est pas vrai qu'on va tolérer ça. Je vais revenir sur les inondations l'année passée. Vous vous rappelez les inondations qui ont empêché certains agriculteurs, certaines entreprises, notamment, je pense à Saint-Cuthbert, je pense à Visitation-Île-du-Pas, à Saint-Barthélemy, je pense à Saint-Ignace-de-Loyola. Certains agriculteurs n'ont pas pu semer, n'ont même pas pu semer. Alors, ils ne sont pas couverts par aucune assurance. Il y a eu un problème similaire qui s'est passé pratiquement la même année, donc l'année passée, dans le comté du premier ministre. Et au miracle, ils ont trouvé un programme, ils l'ont inventé, ils l'ont mis en place, puis ils ont compensé les gens, puis je suis très heureux pour eux. Au Lac-Saint-Jean, ils ont été compensés. C'est un problème de grêle, c'est différent, mais bon. Et tout ce qu'on demande, nous, c'est que ce soit juste et équitable. Et on pousse très fort je pousse très fort avec mon équipe.
je pousse très fort pour que, justement, les agriculteurs qui ont été touchés par le fait qu'ils n'ont pas pu semer parce que l'eau est restée trop longtemps trop haute, ils n'ont pas pu semer dans les temps, donc ils n'ont pas pu avoir de récolte, que ces gens-là soient compensés. On parle peut-être d'1 million de dollars, c'est pas beaucoup, mais pour les entreprises touchées, c'est beaucoup. Et certaines risquent de déposer leur bilan, donc de faire faillite si rien n'est fait pour venir les soutenir. Alors, dernier effort que j'ai pu faire, justement, il n'y a pas tellement longtemps, c'est de forcer la main au ministre, M. Laurent Lessard, donc ministre de l'Agriculture au Québec, pour qu'il envoie une lettre à son collègue, son collègue au fédéral, pour que le Québec et Ottawa fassent comme ils ont fait pour le Lac-Saint-Jean, c'est qu'ils utilisent le programme Agri-Relance et qui, finalement, puissent décaisser des sommes afin que nos agriculteurs soient compensés. On ne lâchera pas le morceau et soyez assurés que moi, je continue à suivre de très près le ministre, M. Lessard. J'ai des contacts avec lui régulièrement. Je pousse très fort pour que, justement, il y ait une entente fédérale Québec pour que nos gens soient compensés. De toute façon, on demande juste que ce soit équitable. Ça, c'est pour Agri-Relance. Rapidement, les terres de charité, je ne sais pas si les gens le savent, là, mais c'est 200 hectares à côté de la ville de Québec, de terres agricoles. On appelle ça les terres des Sœurs de la Charité. Il y a présentement un projet immobilier sur ces terres-là. C'est des terres agricoles, je le dis bien encore, je vais le répéter. C'est des terres agricoles, donc soumises à la loi de la protection du territoire agricole. Elles sont convoitées pour faire une mini-ville, donc 6 000 habitations. Et présentement, tout nous indique que la Ville de Québec, si elle densifie, puis si elle prend les terres ou les terrains disponibles actuellement dans Québec et ses environs, elle n'a pas besoin de dézoner ces terres-là, elle n'a pas besoin de lancer un projet de 6 000 habitations. Alors, nous, au Parti québécois, on a pris l'engagement que si, et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, là, que si jamais il y avait une demande à la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles pour le dézonage de ces terres-là, nous, comme gouvernement, le 1er octobre, nous allons nous opposer. Et la loi le permet, il y a un article dans la loi qui permet à un gouvernement de saisir d'une demande qui serait faite à la Commission dans le cas d'un dézonage, et nous utiliserions l'article de loi en question pour s'opposer. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'en même temps, le message qu'on envoie à l'ensemble des spéculateurs du Québec, c'est, regardez bien, là, avant d'investir des sommes astronomiques pour acheter des terres, puis d'attendre qu'un jour, vous allez peut-être pouvoir les dézoner, bien, nous, on vous avise que ça ne se passera pas comme ça. On n'a pas l'intention de laisser nos terres agricoles disparaître. Au contraire, on veut les maintenir. Et non seulement, ce message-là, il s'adresse aux spéculateurs, mais il s'adresse aussi, je vous dirais, au fait que à chaque fois qu'un spéculateur achète une terre, bien, il met une pression supplémentaire sur le prix des terres, ce qui fait en sorte que le prix des terres augmente. Quand le prix des terres augmente, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que l'agriculteur paye plus de taxes qu'il ne devrait en payer. Et là, on tourne en rond. Et puis là, le gouvernement, qu'est-ce qu'il doit faire? Bien, il doit, lui, mettre l'argent pour corriger cette distorsion-là. Et bien, bref, on est rendu qu'on verse des argents à des spéculateurs par l'entremise du programme. Alors, il y a un problème, là. Alors, donc, je tenais à le dire, c'est important. On veut enlever la pression sur le prix des terres, parce qu'on veut que notre relève agricole puisse avoir accès aux terres. Donc, c'est un des éléments qui met de la pression sur la hausse du prix des terres agricoles. Et on se dit que si on commence élément par élément à tenter d'atténuer cette pression-là, bien, les terres vont finir par se stabiliser et on veut s'assurer que notre relève puisse avoir accès à des terres agricoles. Je veux vous parler du réseau routier. Vous avez tous assisté à l'annonce au printemps du ministre. Alors, très candidement, le ministre est venu nous dire que, sachant qu'il y a eu du sous-financement dans le réseau routier, dans la Naudière, le ministre nous dit, malgré ça, j'ai une bonne nouvelle, vous allez voir, je sais qu'il y a eu du sous-financement, puis que les besoins sont grands, et puis que vous n'avez pas toujours eu les montants adéquats pour pouvoir maintenir vos ponts ouverts, vos routes en bon état. Eh bien, le ministre nous a dit, bien, je vais vous donner moins. Alors, je vais vous donner moins que les 5 dernières années. Alors, dans les 5 dernières années, la moyenne, c'était 160 millions. Alors, le ministre, il dit là, je vais vous donner 135. Alors, on vous coupe 25 millions parce qu'on sait que vous avez des besoins importants dans votre réseau routier. C'est quand même assez hallucinant. Je ne sais pas si le ministre a pensé 2 secondes lorsqu'il nous a dit ça, là, mais ce n'est pas très cohérent, je vous dirais. Alors qu'au contraire, il faudrait davantage d'investissements dans la Naudière pour justement s'assurer que nos ponts restent ouverts. Je pense à Berthier, là. Il y a des gens de Berthier qui nous écoutent, là. Vous avez le pont de la rue Montcalm, puis le pont de la rue Frontenac, fermé. Ça n'a pas de sens. C'est le chemin du roi, ça, là.
Alors nous, on s'est engagé à faire un pont signature en bois pour Montcalm et on s'engage à réouvrir aussi le pont sur Frontenac. Alors c'est le chemin du Roi et ça n'a pas de bon sens que le chemin du Roi soit coupé comme ça et que la ville de Berthier se retrouve avec 2 entrées ou sorties qui sont fermées. Et là, c'est plus du temporaire, c'est du permanent, c'est ce qu'on constate. Alors donc, à ce niveau-là, il va y avoir des corrections qui vont s'imposer et ce n'est pas en coupant 25 millions dans l'entretien du réseau qu'on va y arriver. Là, je ne peux pas vous parler aujourd'hui d'un bilan sans vous parler du travail du bureau de circonscription. Alors, écoutez, juste pour de janvier à aujourd'hui, le personnel du bureau ici et moi-même, on a répondu à environ 300 demandes. 300 soutiens, même je pourrais dire soutien à des personnes qui nous appellent pour toutes sortes de choses. Hein. Ça peut être pour un projet, ça peut être pour des fois des problèmes à cheminer dans la machine, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan de l'aide sociale, que ce soit sur le plan souvent des aînés ou en santé ou en éducation. Les gens nous appellent, ils viennent nous voir parce qu'ils ont beau essayer, ils n'ont pas réussi à percer le mystère du fonctionnement, parce que c'est vraiment un mystère parfois. Là, je vais vous dire, même ici, on a de la difficulté des fois à s'y retrouver. Mais bon, 300 demandes qui ont été traitées. Des fois, ça prend 1 heure, 5 minutes. Des fois, ça prend 2 semaines, 1 mois. Mais écoutez, c'est le travail du bureau. Et je suis convaincu que ce travail-là, il est fait de la même façon dans les 124 autres comtés du Québec. Alors, je pense que c'est important de le dire. Les gens ici au bureau sont là pour notre monde, sont là pour nos gens. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez un problème ou si vous avez un beau projet, si on peut vous aider, on va le faire avec très, très grand plaisir. Bien voilà, écoutez, j'ai essayé d'être plus court que la session avant. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais il y a tellement de choses et tellement... J'ai la liste ici des projets de loi qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Alors, en cette session, c'est quand même assez impressionnant. Il y a eu beaucoup de projets de loi, donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait à Québec. Pas toujours satisfaisant à notre goût, mais bon, c'est actuellement un gouvernement majoritaire du Parti libéral. Le 1er octobre, on espère que ça va changer, on espère que ça va changer pour le mieux. Et soyez assurés que pour le suite des choses, après quelques jours peut-être de repos, on va continuer à sillonner les belles routes du comté de Berthier et on va aller à votre rencontre cet été et évidemment durant le mois d'août et le mois de septembre pour peut-être vous parler de politique. Alors merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Quelle date vous pensez que avez-vous déjà des idées quand officiellement la campagne devrait être? Normalement, de façon officielle, la campagne débute le 29 août, mais mon petit doigt me dit que c'est déjà commencé un petit peu. Oui. Puis ça va aller en s'accélérant. En juillet, je pense que tout le monde va prendre des vacances, là. Mais force est de constater qu'une élection à date fixe comme ça fait en sorte que les gens s'activent un peu plus tôt que la date officielle qui est le 29 août. Et le jour du vote, c'est le 1er octobre. Et ça fait quoi comme effet justement de savoir la date déjà d'avance? Est-ce que vous pensez que c'est bon ou c'est pas bon? Ou c'est des... Bien, je vais être très honnête avec vous. Moi, je pense que moi, j'adore ça. Puis je vais être honnête avec vous, je vais vous dire pourquoi, entre autres. Parce que les gens nous disent, ouais, mais là, le gouvernement va faire plein de dépenses avant la campagne. Il sait que c'est le 1er octobre. Mais il ne faut pas être naïf non plus. Il faut savoir que, avant que ce soit à date fixe, là, les gouvernements, ils lançaient ce qu'on appelle des ballons, hein? Des ballons d'essai. Alors, le gouvernement avait la prérogative. Il pouvait décider au bout de 2 ans et demi. C'est plutôt rarement arrivé, mais au bout de 3 ans, c'est arrivé. En 70 puis en 73, le gouvernement de Robert Bourassa avait déclenché après 3 ans. Il n'avait pas fait... Et on sait qu'un terme peut aller jusqu'à 5 ans. Et M. Bourassa, à l'époque, avait déclenché 3 ans, de 70 à 73, élections, 73, 76, élections. Et là, il ne faut pas être naïf. Les gouvernements, quand ils ont cette prérogative-là, ce qu'ils font, bien, oui, ils regardent des sondages, mais ils créent eux-mêmes le momentum. Alors, ils vont faire plein d'annonces, ils vont dépenser beaucoup d'argent des contribuables en faisant plein d'annonces. Et puis, à un moment donné, ils regardent, oups, la fenêtre n'est pas bonne, ils arrêtent tout. Puis là, ils continuent à gérer comme ils peuvent. Alors, ça a coûté beaucoup de sous faire ce qu'ils ont fait là. Alors, présentement, on le sait, la date, c'est le 1er octobre. Et moi, si j'ai un message, suite à votre question, là, à lancer à la population, il reste quoi? Il reste 3 mois, là. On est au mois de juin, juillet, août, septembre. Il reste 3 mois. Et ça permet aux gens d'aller voir sur les plateformes des partis politiques, donc sur les sites web, aller voir les plateformes des différents gouvernements, pas des différents gouvernements, mais plutôt des différents partis politiques. Allez voir, et là, vous allez pouvoir vraiment vous faire une tête. Qu'est-ce que le PQ offre
versus la CAQ et le Parti libéral. Alors, je pense que moi, s'il y a quelque chose que j'aime bien de la date fixe, c'est celle-là. Alors là, les partis politiques se commettent davantage plus rapidement au niveau de leur plateforme électorale, en ce cas, certains éléments. Je ne vous dis pas qu'ils ne gardent pas des annonces là, pour le déclenchement de la campagne, mais déjà là, il y a une surenchère en termes d'annonces donc plus rapides de certains éléments de leur programme, de leur plateforme. Alors moi, j'aime bien ça, honnêtement, et ceux qui me disent, bien, on se trouve être en campagne avant, c'était pas tellement différent lorsqu'il n'y avait pas de date fixe, parce que les gens savaient bien que le gouvernement en place, quand il y a une série de ballons qui est lancée qui coûte beaucoup de sous, quand le gouvernement fait des annonces dans des usines ici et là, c'est parce qu'il est tenté d'essayer d'ouvrir une fenêtre pour peut-être déclencher. Et souvent, bien, oups, la fenêtre ne s'ouvrait pas, il arrêtait les annonces, puis il attendait encore 1 mois, 2 mois. Alors, moi, j'aime bien, je mets chacun son choix, mais moi, je préfère la date fixe, honnêtement. Et ça a permis aussi, en passant, ça a permis aussi à ceux qui ne voulaient pas se représenter, bien, de pouvoir réfléchir. Alors, l'an passé, à pareille date, disons l'automne passé, les gens qui ne savaient pas trop s'ils se représenteraient ou non, ils n'ont pas été surpris par le déclenchement d'une élection. Là, ils ont pu y penser durant la période des fêtes l'année passée. Ils avaient vu, dès le mois de février, déjà des gens annonçaient qu'ils ne se représenteraient pas. Alors, ça permet aussi cela, ça permet aux politiciens de prendre le temps de mûrir une décision. Alors, vaut mieux une décision mûrement réfléchie qu'une décision prise à l'improviste. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui annoncent déjà leur départ. Ça va? Bien, merci beaucoup. Alors, bon été à tout le monde.